professeur d'histoire, géographie agrégée et de l'histoire, et qui nous propose une conférence sur donc, la guerre en Ukraine sous la forme d'une question, jalon, tournant, impasse. Donc je vais lui laisser la parole. Donc comme la dernière fois, je vais faire passer une feuille pour ceux qui voudraient être contactés pour les prochaines conférences qui recommenceront en octobre. Donc il suffit de mettre son adresse mail. Il n'est pas nécessaire d'adhérer. Si vous adhérez, c'est très bien. Mais vous pouvez aussi venir librement. Donc il suffit que vous mettiez votre adresse mail. La dernière fois, il y a des adresses mail qui étaient illisibles. Donc il y a peut-être une ou deux personnes que je n'ai pas pu recontacter. Donc, si vous pouviez écrire très lisiblement, du moins si vous n'êtes pas dans nos fichiers et si vous souhaitez recevoir l'information de la prochaine conférence donc, qui aura lieu au mois d'octobre, puis novembre, puis décembre, une fois par mois. Voilà. Donc, je fais passer cette feuille et je laisse la parole à Jean-Jacques. Merci Dominique et merci d'avoir pensé que je pourrais peut-être parler en éclairant ce conflit, cette guerre en Ukraine qui a démarré il y a maintenant presque 3 mois, jour pour jour. Une guerre que je ne vais pas retracer évidemment de façon factuelle, purement factuelle et linéaire, mais que je voudrais analyser grâce aux modestes compétences universitaires que j'ai pu glaner pendant ma carrière et aussi à la grille d'analyse que l'enseignement de la spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques m'a permis d'acquérir. 3 points vont jalonner mon intervention. Le premier, ce sera d'essayer de comprendre les racines de cette guerre en convoquant la géographie, l'histoire, la politique, la mémoire également. Mon deuxième point consistera à essayer d'évoquer les multiples dimensions de cette guerre, une guerre hybride, et nous verrons en quoi cela consiste. Et puis la troisième partie, qui sera ponctuée par de multiples points d'interrogation, consistera à essayer de voir quelles sont les perspectives, et je crois qu'on n'a pas fini de les énumérer et d'en mesurer la portée que cette guerre ouvre. Le premier point donc, concerne les racines de cette guerre. Géographie, histoire, politique, mémoire. D'abord, le poids de la géographie et de l'histoire. Cette carte, on la reverra tout à l'heure. Je la présente uniquement pour évoquer le relief et évoquer un point qui me semble important, c'est que dans cette région dont nous nous occupons, peu importe celle-ci ou celle-ci, l'important c'est de voir qu'entre l'Ukraine, qui se trouve donc ici au sud de la Russie, et la Russie elle-même, il n'y a pas de frontières naturelles. Nous sommes dans cette grande plaine de l'Europe de l'Est, qui commence tout doucement au nord de la France, qui s'élargit en Allemagne et en Pologne, et qui s'épanouit pleinement donc à l'est, ou plutôt à l'ouest de la Russie. Alors, concernant l'Ukraine, si on essaye de regarder le poids de la géographie et de l'histoire, ce qu'on peut dire pour résumer la situation, c'est un État récent aux frontières éminemment fluctuantes. Alors, État récent, le paradoxe, c'est que à l'origine de l'État ukrainien et de l'État russe, finalement, il y a un État fondé au IXe siècle, à la fin du IXe siècle, par des vikings qui ne sont pas allés vers l'ouest, mais qui sont allés vers l'est. On les appelle les Varegs. Et descendant les grands fleuves russes, eh bien, ils ont pris la direction d'un État aux frontières évidemment extrêmement fluctuantes, qu'on appelle la Rousse de Kiev, qui est le premier État, en fait, qui rassemble les Slaves orientaux. Et il est assez cocasse de voir que ce premier État, eh bien, rassemble finalement des Russes et des Ukrainiens. Donc, premier État ukrainien dans l'histoire, qui va durer assez peu de temps. Je passe sur l'histoire des invasions, notamment mongoles, à cette époque, au Moyen-Âge, et j'en arrive donc à la fin du XIVe siècle, où l'Ukraine n'existe plus. Elle est disputée, en fait, entre deux États, le royaume de Pologne-Lituanie, qui est une grande puissance à l'époque, et puis le Khanat de Crimée, les Tatars de Crimée, les descendants finalement des Mongols dont je parlais, avec à l'est donc cette apparition de la principauté de Moscou. Nous en reparlerons tout à l'heure. La situation évolue et voilà quelle est cette situation au XVIIIe siècle. La Russie est devenue une grande puissance à l'est de l'Europe et donc elle a progressivement, elle s'est étendue, on en reparlera tout à l'heure, elle s'est étendue vers l'ouest
Et elle englobe donc à la veille de la Révolution française, donc non seulement une grande partie des États baltes, tous les États baltes, une partie de la Pologne, mais aussi la plus grande partie de l'Ukraine actuelle, dont les frontières vous sont indiquées en bleu sur cette carte. Voilà donc la situation. Donc pas d'Ukraine, pas d'État ukrainien toujours à ce moment-là. Il y a cependant des Ukrainiens, on voit sur cette carte moderne bien sûr, qui montre les frontières de l'Europe en 1914, il y a des Ukrainiens, il y a une nation ukrainienne, et au XIXe siècle, il y a un réveil culturel ukrainien qui, d'ailleurs, est contrarié, c'est le moins qu'on puisse dire, par les Russes, par l'État russe, qui est familier de ces processus de russification, vis-à-vis des Polonais, évidemment, vis-à-vis des Finlandais, par exemple, à la même époque. Revoilà donc cette carte de l'Europe en 1914, et la Première Guerre mondiale va avoir un effet important, même si très éphémère en ce qui concerne l'Ukraine. On a le souvenir d'une Allemagne qui perd la guerre avec ce fameux armistice du 11 novembre 1918. On oublie trop souvent que, oui, elle perd la guerre à l'ouest de l'Europe, mais à l'est, à vrai dire, elle a gagné la guerre. Elle a gagné la guerre, et à la fois par ses victoires militaires dès 1914, les victoires de Mazur, de Tannenberg, aussi du fait de la déliquescence de l'Empire russe, tout à fait inapte à mener une guerre moderne à partir de 1914, et les deux révolutions qui secouent la Russie, la première en mars, la deuxième en novembre, vont achever de précipiter la défaite de la Russie. Et Lénine, qui prend le pouvoir en novembre 1917, Lénine, elle est bolchevique, va, selon sa formule, accepter de perdre de l'espace pour gagner du temps. Gagner du temps, c'est pouvoir se retourner contre les armées blanches, les contre-révolutionnaires, et cela suppose de céder de l'espace aux Allemands et de faire la paix avec l'Allemagne pour concentrer les forces bolcheviques contre les ennemis de l'intérieur. Alors voilà ce à quoi aboutit le traité de Brest-Litovsk. Brest-Litovsk, c'est cette localité, c'est Brest comme Brest chez nous, mais sauf que c'est en Lituanie, signé en mars 1918 entre la Russie de Lénine et les empires centraux. Et vous le voyez, il y a un recul territorial important de la Russie. Différentes nations qui ne sont pas russes et qui avaient été englobées de force dans l'empire russe, eh bien, obtiennent leur indépendance sous tutelle allemande à l'époque, les Finlandais, les Baltes, les Polonais, les Moldaves et les Ukrainiens précisément. Alors un État ukrainien qui, reconnaissons-le, sera extrêmement éphémère. Vous avez ici en bleu les frontières très, très fluctuantes d'ailleurs de cette République d'Ukraine qui va durer environ 2 ans, mais vous avez surtout, et j'en parlerai avec cette ligne en pointillé, le recul territorial de la Russie tsariste, désormais Russie communiste, nous y reviendrons. Donc une Ukraine éphémère parce que finalement, vous le voyez, cette carte de 1924 ne mentionne pas d'État ukrainien. Pourquoi? Eh bien parce que Lénine, les bolcheviks ont gagné la guerre civile en 1921 et l'Ukraine a été intégrée donc de force dans la nouvelle URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui est officiellement créée en décembre 1922 et dont bien, une des républiques est précisément la RSS, République soviétique socialiste d'Ukraine, donc dont les contours ne sont pas exactement ceux d'aujourd'hui. Vous voyez, là encore, on voit en superposition en bleu l'Ukraine actuelle. C'est les 2/3 de l'Ukraine actuelle qui sont dans cette république intégrée donc à l'URSS en 1922. Alors ces frontières vont bouger en 1939 à la faveur du pacte germano-soviétique signé le 23 août entre Molotov et Ribbentrop et dont le protocole secret prévoit le partage de la Pologne. Et vous le savez sans doute, le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne par l'ouest. Le 17 septembre, les troupes soviétiques entrent en Pologne à l'est et intègrent donc de force, là aussi, des territoires de l'est de la Pologne, en particulier la région ici de Lviv, qu'on appelait Lvov en russe, la région de Lviv à la République donc d'Ukraine, mais toujours intégrée dans l'URSS. Survient la Deuxième Guerre mondiale, l'Ukraine, le territoire ukrainien va être en première ligne, ravagé par 4 années de guerre, d'abord par l'offensive de l'Allemagne et de ses alliés à partir
de juin 1941, qui vont jusqu'en 1943 occuper l'ensemble du territoire ukrainien. 1943, c'est en février la capitulation de l'armée du maréchal von Paulus qui va signer le début de la retraite allemande, donc entre 1943 et 1945. Le résultat, quel est-il? Eh bien, c'est qu'en 1946, à la fin de la guerre, eh bien, il n'y a toujours pas d'État ukrainien indépendant. Je reviendrai sur les annexions faites par l'URSS, mais l'Ukraine retrouve son statut de république socialiste soviétique, l'une des 15 républiques socialistes soviétiques à ce moment-là. Voilà le territoire ukrainien entre 1945 et 1991. On reconnaît ici une autre république socialiste soviétique, c'est celle de Moldavie, hein, un ancien territoire roumain érigé en république indépendante. Alors, voilà la carte de l'Europe pendant la guerre froide, statu quo. J'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai de la Russie. Le seul point que je voudrais souligner ici, parce qu'il aura un peu son importance, c'est qu'en 1954, le territoire ukrainien se voit augmenter de cette presqu'île, la Crimée. C'est Khrouchtchev qui décide, pour célébrer le 300e anniversaire de l'union de l'Ukraine et de la Russie, d'offrir en quelque sorte ce territoire russophone, donc, à la République de Crimée. Alors, l'Ukraine moderne n'apparaît véritablement qu'il y a une trentaine d'années, lors de l'implosion de l'URSS. C'est le 24 août 1991 que l'URSS proclame son indépendance, que l'Ukraine, proclame son indépendance. Cette proclamation d'indépendance avait été précédée par celle d'autres républiques soviétiques. Vous voyez ici la carte de l'URSS. Et donc l'Ukraine fait partie de ces 15 nouveaux États qui vont découler de l'éclatement de l'URSS officiel, proclamé officiellement, annoncé officiellement par Gorbatchev le 25 décembre 1991. Voilà donc, si on zoome sur l'ouest de l'Europe, ce que ça donne. La Russie, bien sûr, qui est l'État le plus vaste qui succède à l'URSS, et à l'ouest de l'Europe, de nouveaux États, les 3 États baltes, qui retrouvent l'indépendance qu'ils avaient eue pendant l'entre-deux-guerres, la Biélorussie et l'Ukraine et la Moldavie. Voilà donc la situation en 1991. Voici ici comment se situe au sein du continent européen, nous sommes aux marges de l'Europe, voilà comment se situe donc le territoire ukrainien. Alors ajoutons quelque chose pour clore cette partie sur l'histoire de l'Ukraine, c'est que, et cela a son importance, pendant les années 90, toute une série de traités vont confirmer l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et quand je dis confirmer, c'est de la part de la Russie. En effet, dès le mois de décembre 1991, les accords d'Alma-Ata qui créent la communauté des États indépendants, structure beaucoup plus large que celle de l'URSS, mais qui vise néanmoins à maintenir des relations entre les anciennes républiques soviétiques. Les frontières de l'Ukraine sont entérinées par cette conférence. En 1994, à Budapest, un mémorandum, alors ça n'est pas un traité en bonne et due forme, mais c'est quand même un accord international, est signé entre la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis d'un côté, et l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan de l'autre. Ces 3 anciennes républiques soviétiques, indépendantes depuis 1991, vont rendre, en quelque sorte, donner les armes nucléaires qui étaient déployées sur leur territoire à la Russie. Et en échange, eh bien, la Russie reconnaît l'indépendance et l'intégrité territoriale de ces 3 républiques. Ajoutons en 1997 un traité d'amitié entre la Russie et l'Ukraine qui engage le respect de l'intégrité territoriale et l'inviolabilité des frontières. Je n'insiste pas. Sur le plan du droit international, la Russie, à plusieurs reprises, a reconnu donc l'indépendance et les frontières de l'Ukraine. Alors justement, parlons de la Russie maintenant. Toujours sur le même plan de la géographie, de l'histoire. Alors la Russie, c'est d'abord, vous le savez, l'État le plus vaste de la planète, et c'est évidemment à dessein que j'évoque cette expression, c'est un successeur d'empires, 2 empires, l'empire tsariste et l'empire soviétique. Alors, je ne vais pas évidemment décliner
toute cette chronologie. Le plus important, me semble-t-il, c'est de rappeler que c'est à partir du XVIe siècle, qu'à partir du noyau moscovite, hein, la Rousse de Kiev, c'est terminé. Désormais, c'est Moscou, le centre de l'État russe. C'est à partir de cet État moscovite, et en particulier à partir d'Ivan le Terrible, c'est à partir du XVIe siècle que l'expansion de la Russie va se faire dans toutes les directions. Dans un premier temps, au XVIe siècle, donc vers l'Oural, hein, vous voyez les monts Oural qui font un peu frontière physique entre l'Europe et l'Asie, vers donc les monts Oural, puis au XVIIe siècle vers la Sibérie. Au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, l'expansion de la Russie se fait davantage vers l'ouest de l'Europe, on en reparlera, et au XIXe siècle, c'est vers le sud, d'abord vers le Caucase, puis vers l'Asie centrale, que la Russie va construire un véritable empire. Faisons une parenthèse, la Russie fut également un empire comme la France et le Royaume-Uni. La différence entre ces deux types d'empires, le français, l'anglais ou le russe, c'est que les territoires, les colonies françaises et anglaises étaient des colonies ultramarines, les colonies russes étaient des colonies continentales. Et ce ne fut pas sans grande difficulté, je vous renvoie à Michel Strogoff de Jules Verne, que les Russes conquirent notamment l'Asie centrale. Alors, sautons les époques. Où en est-on au début du XIXe siècle, après les guerres napoléoniennes, où la Russie, bien sûr, combattit Napoléon Ier? Eh bien, on assiste à une expansion vers l'ouest de la Russie, qui intègre la Bessarabie, cette région peuplée de Roumains, donc aujourd'hui la Moldavie, une grande partie de la Pologne, et puis, on ne le voit pas sur cette carte, mais rajoutons-le, bien sûr, les trois États baltes, qui n'ont jamais été indépendants jusque-là, et la Finlande. Donc la Russie est bien un empire, comme on dit, multinational, c'est-à-dire avec une nation dominante, les Russes, et des nations dominées, donc que ce soit européennes, les Polonais, les Baltes, etc., ou en Asie centrale ou dans le Caucase, comme je l'ai dit. Voici de nouveau la carte de la Russie, l'extension de la Russie en 1914, et comme vous l'avez compris, la Première Guerre mondiale va venir bouleverser cet impérialisme russe, d'abord parce que précisément le tsarisme va tomber du fait des défaites militaires, mais aussi parce qu'un deuxième empire va se créer, l'empire soviétique. Alors cette carte montre, je crois très bien, le recul territorial de la Russie, puisque tous les territoires qui sont en jaune, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne et Bessarabie, sont perdus par la Russie tsariste et donc par la nouvelle URSS créée en 1922. Cette carte montre bien ce recul territorial vers l'est de la Russie. Alors, là encore, sautons quelques décennies et arrivons à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je crois qu'il faut bien comprendre une chose que les Occidentaux n'ont pas compris après la Deuxième Guerre mondiale et qui a été l'une des raisons de la guerre froide et qui aujourd'hui aussi est un des éléments majeurs de l'incompréhension entre la Russie et l'Occident. C'est qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS est dévastée, je veux dire la partie utile de l'URSS, la Russie d'Europe. L'URSS est le pays qui a eu le plus de morts, 20 millions de morts civils et militaires, et le besoin le plus, ou considéré comme le plus vital pour la Russie, c'est le besoin de sécurité. Staline estime qu'une autre guerre est possible, pourquoi pas commanditée par les pays occidentaux. Après tout, en 1945-46, l'URSS est toujours, comme elle l'était depuis 1922, le seul État communiste sur la planète. Et donc, il faut donner de la profondeur géographique, stratégique à l'URSS. Comment ? De deux manières. D'abord, en annexant directement toute une série de territoires, donc, qui vont permettre, en 1945-46, à l'URSS de retrouver les frontières de la Russie tsariste. Quels sont ces territoires? Alors, pas tellement au détriment de la Finlande, même si la Finlande a dû céder, vous voyez ici quelques petits territoires, notamment en Carélie, pour pousser la frontière un peu plus loin de Leningrad, qui n'est pas très loin. Les trois États baltes, rappelons ici que ces trois États baltes qui étaient intégrés dans l'Empire russe jusqu'en 1920 en sont sortis, ont été indépendants donc entre 1920 et 1940, et par le jeu
du pacte germano-soviétique, qui mettait ces États dans la sphère d'influence soviétique, ont été de force intégrés, occupés par l'armée soviétique et intégrés donc, pendant l'été 1940 et transformés en république socialiste soviétique, et ce jusqu'en 1991. Je rappelle d'ailleurs que les premiers ferments de division en URSS, les premières républiques à la fin des années 80 à s'être agitées et avoir demandé leur indépendance, ce sont les Baltes, qui n'avaient jamais oublié cette période de 20 années d'indépendance entre les deux guerres. Donc, quelques morceaux de la Finlande. Les 3 États baltes. Le nord de la Prusse orientale, ici, partagé avec la Pologne. Donc, cette région qu'on appelle aujourd'hui la région de Kaliningrad, c'était l'ancienne Königsberg, la patrie de Kant, et puis tout l'est de la Pologne qui avait été repris dès septembre 1939. La Pologne est poussée vers l'ouest. La partie orientale de l'ancienne Tchécoslovaquie, la Ruthénie subcarpatique précisément, et puis la Bessarabie. Alors, ces annexions de la part de l'URSS vont permettre, je le disais à l'URSS, de retrouver ses frontières, donc les frontières de la Russie tsariste de 1914. Mais pour Staline, ça ne suffit pas. Il faut davantage de profondeur stratégique. Et c'est la raison pour laquelle, dans un deuxième temps, entre 1945 et 1949, profitant de la présence des troupes soviétiques dans l'est de l'Europe, eh bien, les pays d'Europe centrale et orientale, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, je ne parle pas de l'Yougoslavie et de l'Albanie qui se sont libérées toutes seules et qui sont un cas à part et qui ne sont pas occupées par les troupes soviétiques, mais dans les pays que je viens de citer, la présence de l'armée soviétique va permettre aux partis communistes locaux qui sont ultra minoritaires de truquer les élections, d'éliminer leurs opposants un à un et d'installer des régimes communistes puis soviétiques, staliniens, en éliminant même les communistes nationaux, je pense à Slansky en Tchécoslovaquie, à Kostov en Bulgarie, et à satelliser littéralement cette partie de l'Europe, donc on va appeler d'ailleurs les États satellites de l'URSS, les démocraties populaires. On le voit sur cette carte avec une Europe coupée en deux, et on le voit peut-être mieux ici, voilà, avec l'URSS, l'Empire soviétique, c'est quoi? Eh bien, c'est l'URSS elle-même, bien sûr, et puis c'est les territoires attenants, j'allais dire, les territoires contrôlés, communisés par l'URSS. De l'autre côté du rideau de fer, eh bien, c'est envers l'Europe occidentale, les démocraties, plus ou moins d'ailleurs, parce qu'à l'époque, l'Espagne, dans les années 60 n'est pas une démocratie. Alors, voilà ce qu'est l'Empire soviétique. Il va durer, eh bien, environ 70 ans. Il va durer environ 70 ans et il va éclater, vous le savez, à la fin des années 80, puisque cet éclatement va se faire en 2 temps. Premier temps, c'est la désagrégation de l'Empire, c'est-à-dire la prise de pouvoir d'une certaine manière par les opposants au régime communiste, donc à la fin des années 80, et partout dans cette région à la suite de la chute du mur de Berlin, mais qui n'est qu'un des symptômes, car à vrai dire le rideau de fer avait été déjà commencé à être malmené en 88 en Hongrie, en 89, en juin 89 en Pologne avec l'élection de Mazowiecki. Bref, tout ne commence pas le 9 novembre 89, mais c'est un symbole évidemment. Et donc dans un premier temps, 89-90, l'URSS perd cette profondeur stratégique, donc, puisque tous ces États ici en rose deviennent peu à peu des démocraties et adoptent le système donc capitaliste et n'ont qu'un but, c'est de rejoindre leurs frères d'Europe occidentale, ce qu'ils feront, on en reparlera, en adhérant à l'Union européenne puis à l'OTAN. Alors voilà une URSS qui se sent évidemment bien faible, mais ce n'est là que la première étape, car la deuxième étape, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'éclatement de l'URSS elle-même, avec, bien sûr, tiraillée par toute une série de forces centrifuges. J'ai parlé des Baltes, mais d'autres nationalités sont tout aussi remuantes. Et donc, comme on l'a dit, en 1991, en décembre 1991, eh bien, l'URSS cesse d'exister et laisse la place à 15 nouveaux États, le plus important d'entre eux étant donc la Russie. Alors, ça, c'était le poids de l'histoire et le poids de la géographie.
toujours dans les racines de la guerre, je voudrais maintenant parler du poids de la politique. Du poids de la politique, on va commencer par l'Ukraine, et puis j'aborderai ensuite, bien sûr, le cas de la Russie. Alors, pour synthétiser un petit peu mon propos, je dirais que l'Ukraine, c'est une nation divisée. Divisée, on va le voir, entre des ukrainophones et des russophones, même s'il ne faut pas exagérer la distinction, et qu'elle est très largement instrumentalisée. Et puis, c'est aussi un État qui est aspiré vers l'Ouest, qui aspire à la démocratie et qui aspire à une sécurité. Ces deux éléments, démocratie et sécurité, étant entendus et compris, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est ainsi que les choses sont dites, étant compris dans un cadre européen. Alors, premier point, c'est cette nation divisée. Ukrainophone à l'ouest, russophone à l'est. En effet, la caractéristique des régions orientales de l'Ukraine, et on le verra mieux peut-être sur cette carte, c'est que dans la région du Donbass, et en particulier dans les deux républiques autoproclamées de Louhansk et de Donetsk, mais aussi en Ukraine, plus de la moitié de la population se considère comme russophone. Sa langue maternelle, c'est le russe. On pourrait adjoindre à ces trois régions les régions qui sont proches, mais toujours à l'est de l'Ukraine, Kharkov par exemple, ou Odessa, où là, la proportion de russophones est aussi assez importante, entre 30 et 50%. En revanche, l'ouest de l'Ukraine ne reconnaît pas le russe comme sa langue maternelle, parle ukrainien. Alors, l'ukrainien et le russe sont des langues très proches, sont des langues slaves, mais ce n'est pas la même chose. On le voit parfaitement bien sur cette carte beaucoup plus précise des districts, vraiment très précis, où on voit bien cette portion de l'Ukraine, à l'est et au sud, où la proportion de russophones est importante, et à l'inverse, bien sûr, ici, la proportion d'ukrainophones, en marron, qui est vraiment ultra majoritaire. Deuxième poids de la politique, c'est l'aspiration de la démocratie dans un cadre européen. Cette photo, c'est celle de la place Maïdan, qui était le théâtre de deux révolutions démocratiques pro-occidentales à quasiment 10 ans d'intervalle, en 2004 et en 2014. Un petit rappel quand même sur la construction européenne, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez l'extension progressive de ce qu'on appelait la CE, qui est devenue l'Union européenne après le traité de Maastricht, officiellement en novembre 1993. Et cette extension a été particulièrement nette à l'est de l'Europe au début du XXIe siècle par le fait d'englober donc à la fois les anciennes démocraties populaires dont je parlais, pour l'essentiel, et les trois républiques baltes qui étaient, elles, carrément des parties de l'URSS. Voilà la carte politique aujourd'hui de l'Europe. En bleu, les États faisant partie de l'Union européenne, donc c'est déjà un total assez important, c'est plus de la moitié des États européens. Et on voit distinguer entre l'Europe et la Russie des États en beige. Alors aujourd'hui, la Biélorussie n'est plus dans ce cadre-là de partenariat oriental, mais l'Union européenne a souhaité nouer un partenariat oriental avec les États à ses frontières orientales, notamment l'Ukraine, la Moldavie et les États du Caucase. Alors, je vais vous faire grâce de cette chronologie très détaillée. Je vais la résumer en disant ceci. En 2004 et en 2014, à deux reprises, des gouvernements pro-russes, des présidents pro-russes sont chassés du pouvoir, il n'y a pas d'autre mot, par des révolutions démocratiques pro-occidentales qui souhaitent ancrer davantage, et si possible définitivement, l'Ukraine à l'Europe occidentale, et en particulier qui entament un processus d'association, de partenariat, donc qui devrait être l'antichambre de l'inclusion dans l'Union européenne, donc un partenariat avec l'Union européenne. Donc ça, ce sont ces deux révolutions, la révolution orange en 2004, la révolution de février 2014, donc 10 ans plus tard. Alors j'insiste quand même sur un point que vous voyez apparaître ici, c'est que c'est précisément après cette deuxième révolution en 2014 que la situation se tend dans le Donbass, puisque la Russie va soutenir, après cette révolution pro-occidentale en Ukraine, va soutenir les républiques, j'en parlerai tout à l'heure, les républiques séparatistes de Louhansk et de Donetsk dans le Donbass, et va annexer la Crimée. Donc il y a un rapport très direct entre la volonté d'ancrage occidental de l'Ukraine et les mesures prises par la Russie à partir de 2014.
On voit d'ailleurs très bien sur cette carte des élections présidentielles de 2004 que l'Est de l'Ukraine a voté pour le candidat pro-russe Yanukovych, chassé d'ailleurs un peu de temps après, et l'Ouest a voté pour Yushchenko, qui était le candidat, j'allais dire, ukrainien favorable à l'Europe. Alors, cette aspiration à la démocratie dans le cadre de l'Union européenne n'a pas varié depuis 2014. Et si je résume cette chronologie, eh bien on s'aperçoit que depuis 2014, un certain nombre d'accords ont été signés entre l'Ukraine et l'Union européenne, que l'Ukraine s'est retirée de la communauté des États indépendants. Vous vous en souvenez, cette structure qui ressemblait un peu à l'URSS, mais en plus lâche, et que, et c'est important, en février 2019, la constitution ukrainienne, on a écrit dans la constitution ukrainienne l'objectif d'adhérer donc à l'Union européenne et à l'OTAN. L'élection en avril 2019, il y a 3 ans, du président Zelensky n'a rien changé à l'affaire, au contraire, et c'est à partir de 2021 que la crise a commencé à se nouer et que, on en reparlera tout à l'heure à propos du Donbass, et que la Russie a commencé donc à masser des troupes aux frontières de l'Ukraine. Ajoutons une dernière chose, le dossier n'est pas clos, évidemment, que le 28 février, c'est-à-dire 4 jours après l'invasion russe, l'Ukraine a demandé à adhérer à l'Union européenne et a été imitée au mois d'avril par la Moldavie. La dernière dimension de cette aspiration vers l'Ouest, c'est, je l'ai dit, la demande de sécurité. Alors, la demande de démocratie, la demande de bien-être, de progrès social, économique, elle est à rechercher du côté de l'Union européenne. La demande de sécurité, pour les Ukrainiens, elle est obligatoirement à rechercher du côté de l'OTAN. Donc cette alliance militaire défensive dont on a beaucoup parlé, l'Alliance Atlantique, l'OTAN est l'organisation militaire intégrée de l'Alliance Atlantique, traité signé en avril 1949 pendant la crise du blocus de Berlin, en début de guerre froide, à un moment où les Occidentaux, les Européens de l'Ouest, craignent qu'après Berlin, les Soviétiques ne jettent leur dévolu sur l'Europe occidentale et demandent à corps et à cri aux États-Unis de s'engager en Europe, aux côtés des Européens, et de faire ce qu'ils n'avaient jamais fait jusque-là, c'est-à-dire une alliance militaire en temps de paix avec les Européens. Donc 4 avril 1949, 12 pays à l'époque, États-Unis, Canada et 10 pays d'Europe occidentale. Alors, ce qui est majeur sur cette carte, vous le voyez, c'est que depuis 1997, eh bien, le nombre de pays, d'abord, a beaucoup augmenté, il a doublé, et tous ces pays nouveaux membres se recrutent dans l'Est de l'Europe, les anciennes démocraties populaires, voire même les anciennes républiques socialistes soviétiques, les 3 États baltes, vous le voyez ici, 1, 2, 3. Il y a là une extension géographique de l'OTAN vers l'Est qui est directement à l'origine de la crise que nous vivons aujourd'hui. Alors, il s'agit tout simplement, j'y reviendrai, de rappeler que pour la Russie, c'est sa sécurité. Et vous voyez que j'ai déjà évoqué ça à propos de Staline en 1945. C'est sa sécurité qui est en jeu avec cette extension de cette alliance. Alors, peu importe pour les Russes que cette alliance soit une alliance défensive, parce que c'est une alliance défensive. Et on a beaucoup parlé de l'article 5, vous savez, cet article 5, un pour tous, tous pour un État de l'Alliance est attaqué, tous les autres doivent lui porter secours, sans d'ailleurs que le traité de l'Atlantique Nord mentionne la manière dont on lui portera secours. Mais pour les Russes, cette extension est évidemment difficile à avaler. Alors, c'est d'autant plus vrai que sur cette autre carte qui redit la même information, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les différentes étapes, et puis de voir que désormais l'Ukraine, eh bien, elle est frontalière avec 4 pays membres de l'Alliance Atlantique, à savoir la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie. Et puis, cette dernière carte, je crois, qui là fait mieux comprendre encore le point de vue russe aujourd'hui. Car sur cette carte, que voit-on? On voit les limites du pacte de Varsovie au temps de la guerre froide. C'est-à-dire, on voit la zone de sécurité, ou ce qui était considéré comme tel, de la part de l'URSS. Et vous voyez que cette zone de sécurité, elle allait beaucoup plus à l'ouest qu'aujourd'hui, et vous comprenez pourquoi la Russie se sent, à tort ou à raison, on en débattra tout à l'heure, se sent menacée par cette extension donc de l'OTAN. Alors, justement, puisqu'on parle de la Russie, voyons le cas de la Russie, désormais, du point de vue de la politique.
Et on va petit à petit comprendre peut-être encore un peu mieux la diplomatie russe actuelle. Alors cette Russie, eh bien, c'est un retour à un régime dictatorial. Je dis retour parce que finalement, c'était le cas sous l'Empire tsariste, c'était le cas sous l'Empire totalitaire soviétique, et un retour aussi à un projet impérial. Rien de nouveau sous le soleil, j'allais dire. Alors, d'abord, évoquons la présence de Poutine. L'aspect proprement politique. Je verrai ensuite l'aspect diplomatique. L'aspect proprement politique. D'une démocrature à une dictature. Démocrature, ce mot valise, démocratie, dictature, allez, on peut dire régime illibéral si vous voulez, c'est-à-dire un régime qui, sur le papier, est une démocratie avec séparation des pouvoirs, avec des libertés reconnues, etc., mais qui, dans la pratique, en fait, bafoue la plupart de ces libertés, en particulier l'indépendance de la justice et notamment les libertés fondamentales, et en particulier la liberté de la presse. Alors, remettons tout ça en perspective et essayons de résumer un peu ce qu'est le régime de Poutine. D'abord, rappelons que la Russie a toujours connu des régimes autoritaires. Ce fut le cas pendant le régime tsariste, jusqu'en 1914. Ce fut le cas pendant le régime totalitaire soviétique, entre 1922 et 1991. Et c'est de nouveau le cas depuis 2000. Les rares périodes où un peu de liberté a suinté se comptent sur les doigts de la main. Mars-novembre 17, entre les deux révolutions, mais le pays était en guerre et assez délabré. Et puis, peut-être entre 85 et 90, quand Gorbatchev a libéralisé un petit peu le régime. Et puis les années 90, avec Yeltsin. Mais sauf que, on en parlera, ces années ne sont pas perçues comme de bonnes années par les Russes, parce qu'elles ont correspondu à un affaiblissement stratégique, à une humiliation, c'est comme ça que les Russes l'ont vécu, et à une chute du niveau de vie absolument terrible, qui a fait que ces années 90 démocratiques n'ont pas laissé un bon souvenir. Le deuxième point, c'est que ce qui caractérise en général une démocratie, c'est l'alternance des forces politiques. Alors, force est de reconnaître qu'il y a eu une alternance en Russie depuis 2000. Il y a eu une alternance, mais une alternance un peu particulière, puisque Poutine, qui devient président en 2000, a fait 2 mandats de 4 ans. Alors il était président, Premier ministre, Dmitri Medvedev. Très bien. La Constitution l'empêchant de faire un 3e mandat, on fait un petit tour de passe-passe. En 2008, Medvedev devient président. Devinez qui il prend comme Premier ministre? Poutine. Et puis, en 2012, à la faveur d'un amendement de la Constitution, le mandat présidentiel passe à 6 ans. Poutine, qui peut se représenter, est élu président. Tiens donc, il prend Medvedev comme Premier ministre. Vous le voyez, il y a bien alternance. En 2020, un référendum a permis à Poutine de faire encore 2 mandats. Potentiellement, il peut rester au pouvoir jusqu'en 2036. 3e point, c'est une centralisation du pouvoir. On parle de fédération de Russie. Le mot fédération laisserait entendre une certaine décentralisation. Il n'en est plus du tout question. Depuis 2004, les gouverneurs des différentes provinces sont nommés par Poutine. Et les services de renseignement ont vu leur poids s'accroître, services de renseignement dont, vous le savez, Poutine est issu, puisqu'il était un membre du KGB. 4e caractéristique, c'est le contrôle absolu des médias, la répression des opposants. Le pluralisme politique, comme dans toute dictature, est vécu comme une forme d'affaiblissement de l'État, de la nation. Et donc, les médias sont contrôlés, Internet bien sûr, les agences de presse, y compris donc les médias qui ont pignon sur rue à l'étranger, donc comme l'agence Sputnik ou la télévision Russia Today. La censure de la presse, alors c'est, j'allais dire, un moindre mal, la censure, parce que beaucoup de journalistes ont même été assassinés. On se souvient ici l'assassinat d'Anna Politkovskaya en 2006. Et quant aux opposants, ils sont soit emprisonnés, c'est ce qui est arrivé à Navalny donc, au début de l'année, de cette année, ou carrément assassinés, c'est ce qui s'est produit avec Boris Nemtsov, sur la place rouge même d'ailleurs, en 2015. Alors, dernier point qui fait un peu frontière avec la suite, c'est une conception de l'histoire qui est revisitée, qui est évidemment éminemment révisionniste, une conception de l'histoire qui vise à faire une sorte de synthèse autoritaire entre l'histoire tsariste et l'histoire bolchevique, communiste. Alors, les symboles sont là. L'hymne soviétique est aujourd'hui l'hymne de la Russie. La fête nationale russe est fixée au 4 novembre, c'est-à-dire à 3 jours près, à la date où on célébrait la révolution d'octobre.
qui se passait en novembre selon le calendrier occidental. Alors, un point sur lequel je crois il est important d'insister, en décembre 2021, une ONG très importante, Mémorial, qui avait été fondée par le scientifique et grand défenseur des droits de l'homme, qui avait milité à la fin de l'URSS pour plus de liberté, Andrei Sakharov, et son épouse Elena Bonner, a été dissoute. Cette association a été dissoute, et cette association non seulement défendait les droits de l'homme, bien sûr, classiquement, mais se voulait aussi un instrument pour dénoncer les crimes du stalinisme. Et ces crimes, aujourd'hui, ne sont plus, il n'est plus possible de les dénoncer, donc on a bien une réhabilitation, il n'y a pas d'autre mot, du stalinisme. Alors, voilà la, comment dire, la soudure avec le deuxième point, c'est le retour à un projet impérial. Le retour à un projet impérial, un projet autoritaire, conservateur, nationaliste, révisionniste, impérialiste, restaurer l'autorité de l'État, écraser si besoin, on en reparlera, toute espèce de force centrifuge, les Tchétchènes l'apprirent à la fin du XXe siècle, lutter contre les oligarques. Vous savez qu'il y a quelques semaines, un certain nombre d'entre eux se sont suicidés dans des conditions assez étranges, avec leur famille également. Promouvoir les valeurs chrétiennes face à un Occident considéré comme absolument décadent, et ce, avec l'appui de l'Église orthodoxe, une vieille tradition byzantine, comment dire, d'union entre l'Église et l'État, et puis faire renaître le prestige de l'URSS quand celle-ci était respectée dans le monde. En avril 2015, on pourrait prendre 1000 citations, j'ai pris celle-ci, Poutine déclarait, je cite, « La chute de l'URSS a été la plus grande catastrophe géopolitique du siècle dernier ». Augmenter la puissance économique, augmenter la puissance militaire, faire exister la Russie. Ça donne quoi? Ça donne des interventions dans le monde, un peu partout. Alors pas forcément avec une empreinte durable, forte, profonde, mais un pouvoir de nuisance qui est extrêmement important. C'est d'abord, et j'y reviendrai, l'étranger proche. L'étranger proche dans le langage diplomatique russe, ce sont toutes ces régions qui ont appartenu à l'URSS et qui sont proches justement de la Russie. C'est le soutien au dictateur Loukachenko en Biélorussie. C'est le soutien aux séparatistes du Donbass en Ukraine. C'est, alors un peu plus loin, le soutien à d'autres dictateurs, le plus connu d'entre eux étant Bachar el-Assad en Syrie. Sans Poutine, il aurait peut-être été obligé de quitter le pouvoir. C'est le soutien d'autres dictateurs, au Venezuela par exemple, Maduro. C'est l'engagement plus récent en Afrique, donc au Mali, en Centrafrique, notamment avec la milice Wagner, cette milice privée. C'est même parfois des intrusions dans les élections aux États-Unis en 2016, en France en 2017, l'utilisation de la cyberguerre, enfin bref, un pouvoir de nuisance, mais qui permet à la Russie d'exister, d'essayer de retrouver la position donc qu'elle avait, et surtout de faire consensus auprès de Poutine, de consolider son pouvoir par l'adhésion des Russes. Alors, ce projet impérial, il n'est pas économique, rien à voir avec la Chine. La Russie n'est pas un géant économique. Voilà le classement des 8 premières puissances mondiales économiques en 2019. Vous ne voyez pas la Russie. Elle arrive après l'Italie, l'Espagne. Ça n'est pas un géant économique. En revanche, la puissance militaire est réelle. Alors, en termes de budget, là encore, elle a des progrès à faire, puisque son budget en 2019 représentait, 2015, le 10e de celui des États-Unis, et même était inférieur de moitié quasiment à celui de la Chine. Mais néanmoins, c'est quand même une grande puissance, notamment grâce à son stock d'armes nucléaires. Voilà ce qu'elle possède en 2022, presque 6000 têtes nucléaires, plus que les États-Unis, et beaucoup plus, bien sûr, que c'est leur successeur, enfin leur poursuivant, Chine en tête. Je n'ai pas le temps de passer sur les différentes armes, bien sûr, dont la Russie s'est dotée, parce qu'elle a fait un gros effort qualitatif, donc notamment les missiles hypersoniques, les missiles intercontinentaux du genre Satan II, dont Poutine est très fier, et qui, évidemment, essaye, un peu l'arbre qui cache la forêt, de la débâcle de l'armée russe sur le terrain, mais enfin, force est de constater qu'il y a une force de frappe très forte. Alors ce projet impérial, il se manifeste par effectivement le contrôle, ou la volonté de contrôler ce que les Russes appellent l'étranger proche, c'est-à-dire les régions proches de la Russie, anciennement intégrées à l'URSS, et dans lesquelles, la plupart du temps, il y a des minorités russophones.
Et ces populations russophones sont un levier important, pour justement essayer de déstabiliser donc ces régions. Alors, si on fait un petit peu le point sur ces zones, eh bien, on va retrouver les conflits aujourd'hui. Alors, le premier conflit de ce type, ce fut en Transnistrie. On en parle beaucoup en ce moment. La Transnistrie, c'est la partie orientale de la Moldavie, cette république, anciennement république soviétique, qui est devenue indépendante en 1991. Et la Transnistrie est peuplée par des Russes. Et dès 1992, des combats ont lieu entre la minorité russophone et le gouvernement moldave. Et depuis cette date, il y a environ 1500 soldats russes dans ce territoire de Transnistrie. Le deuxième point de fixation sera en 92-93 dans le Caucase, en Abkhazie et en Ossétie du Sud, c'est-à-dire dans deux portions de la Géorgie. La Géorgie, en vert, qui est un des États issus de la décomposition de l'URSS, et deux républiques deviennent séparatistes, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, en 92. Elles sont soutenues par la Russie. En 2008, lorsque la Géorgie aspire à rejoindre l'Union européenne, eh bien, la Russie entre en guerre contre la Géorgie au prétexte de défendre ces deux petites républiques. Et depuis 2008, bien sûr, la Géorgie a été battue, la disproportion des forces était telle que, eh bien, il y a des troupes russes dans ces deux républiques autoproclamées, vous voyez, ça fait beaucoup penser à Luhansk et Donetsk, autoproclamées d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, donc ces deux républiques représentent quand même à peu près 20% du territoire géorgien, sur lequel le gouvernement géorgien, pourtant souverain, n'a pas de prise. Il y a quelques jours, peut-être l'avez-vous entendu, la République d'Ossétie du Sud a annoncé qu'elle organiserait le 17 juillet un référendum pour essayer d'avoir un résultat positif pour être rattaché et intégré à la Russie. Alors, continuons dans ces manœuvres de l'étranger proche et justement évoquons le cas du Donbass et de la Crimée, puisque en 2014, eh bien, la Russie va reconnaître et soutenir les séparatistes russophones de l'Est de l'Ukraine, dont j'ai parlé, on va y revenir dans un instant, qui ont proclamé leur indépendance après la deuxième révolution pro-occidentale, et va, toujours en 2014, annexer la Crimée, elle aussi russophone. Depuis, il y a eu un autre endroit où la Russie s'est ingérée également dans cet étranger proche, on l'a peut-être oublié, c'était en 2020, où une guerre assez rapide a fait s'affronter l'Azerbaïdjan et l'Arménie, deux autres républiques d'ailleurs anciennement soviétiques, et où la Russie a imposé un cessez-le-feu, d'ailleurs assez favorable à l'Azerbaïdjan, dans la région disputée entre les deux États du Haut-Karabakh. Donc, on le voit bien, la Russie aspire à faire la police et à imposer sa marque dans ces régions anciennement soviétiques. Alors, ajoutons, pour être tout à fait complet sur cette diplomatie russe, c'est que la Russie n'oublie pas que son pied occidental va aussi avec son pied oriental, et elle a mis en place toute une série d'organisations, alors dont le contenu est plus ou moins dense, mais quand même qui montre l'ambition de la Russie de ne pas oublier son côté asiatique. Alors, bien sûr, la communauté des États indépendants, qui ne rassemble pas, hein, vous l'avez compris, tous les anciennes républiques soviétiques, puisque les États baltes, les trois États baltes n'en font pas partie, l'Ukraine s'en est retirée, la Géorgie aussi depuis 2008, mais tous les autres y sont. Et puis, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est une organisation de sécurité, qui a l'avantage pour la Russie de regrouper deux autres poids lourds, la Chine et l'Inde, dont le Pakistan, et puis une organisation de sécurité collective qui recoupe la CEI, mais qui est largement orientée vers l'Asie, et puis une Union économique eurasiatique qui n'est pas encore un grand ensemble économique, mais enfin qui pourrait éventuellement être prometteur. Alors, j'en viens toujours dans ce poids de la politique à la question ukrainienne à proprement parler, la sécession d'une partie du Donbass
et l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Alors, il s'agit bien d'une partie du Donbass. Vous voyez ici les régions donc russophones. Le Donbass, c'est tout ça. Et les républiques autoproclamées de Luhansk et de Donetsk n'en sont qu'une partie. Et puis la Crimée. Donc, en 2014, comme vous le voyez, à la suite de la révolution Euromaïdan, les républiques autoproclamées donc, du Donbass se sont rebellées. En fait, à l'origine de tout cela, il y a une loi ukrainienne qui est passée et qui ne reconnaît plus les langues régionales comme des langues officielles. Donc désormais, c'est l'ukrainien qui doit s'imposer partout. Cela a provoqué une rebuffade, donc une réplique des autonomistes et des russophones, et donc aidés par des mercenaires russes. Eh bien, dans un premier temps, c'est en Crimée que les choses se sont passées. Le Parlement de Crimée régional a proclamé son attachement, d'abord à l'indépendance de la Crimée, puis un référendum a avalisé leur attachement à la Russie. L'ONU n'a pas reconnu son attachement et continue d'ailleurs aujourd'hui à ne pas le reconnaître. Et de toute façon, il n'y a pas eu cependant de réaction puisque la Russie a mis son veto. En mai, 2 mois plus tard, eh bien, ce sont des référendums locaux, là encore, qui ont permis à ces républiques de Luhansk et de Donetsk donc, de s'autoproclamer indépendantes avec le soutien de la Russie. Alors, je ne vais pas m'embourber dans la chronologie de ces 8 années qui séparent cette situation de la guerre actuelle. Disons simplement que pendant ces 8 années, des négociations ont eu lieu, notamment où la France et l'Allemagne ont pris toute leur part, ont abouti à des accords, les accords de Minsk I en 14, les accords de Minsk II en 15, qui mettaient en place un cessez-le-feu, qui prévoyait des élections, un règlement pacifique, qui n'ont jamais été, à vrai dire, appliqués, de part et d'autre d'ailleurs, à la fois par les Ukrainiens et par les républiques russophones, qui ont quand même en 8 ans causé 14 000 morts, ce n'est pas rien. Donc on parlait de conflits gelés, moi je veux bien, mais enfin bon, en tous les cas, des gens sont morts. Donc on en est arrivé à une situation de blocage, finalement. L'année 2019 n'a rien apporté de nouveau, si ce n'est que, vous vous en souvenez, le président Zelensky a confirmé la volonté donc, de rattacher l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. Je passe sur les différents cessez-le-feu. Et à partir de 2021, la crise a commencé à se nouer. Elle a commencé à se nouer parce que, à partir du printemps 21, c'est-à-dire à moins d'1 an avant la déclaration de guerre, la Russie a commencé à masser des troupes à la frontière de l'Ukraine, alors à la fois la frontière russo-ukrainienne, mais aussi à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine, la Biélorussie étant un État, on peut le dire, satellite de la Russie. Les Occidentaux, à ce moment-là, ont évidemment, officiellement, diplomatiquement, donc protesté, mais ils n'ont pas fait savoir de manière ferme qu'ils interviendraient d'une manière ou d'une autre si on touchait à la souveraineté de l'Ukraine. Et pendant ce temps-là, au mois de juillet 21, Poutine publie un essai qu'évidemment personne n'a lu à l'époque, un essai qui s'intitule « De l'unité historique des Russes et des Ukrainiens », où il réaffirme que Russes et Ukrainiens, finalement, sont un seul peuple, c'est-à-dire où il dénie le droit ou l'existence même d'une nation ukrainienne et donc d'un État ukrainien. Et tout cela nous amène, j'allais dire logiquement, oui et non, parce que évidemment il n'y a pas de fatalité en histoire, mais il est quand même assez sidérant de voir cette mécanique qui se met en place tout doucement, lentement mais sûrement, et qui aboutit à la guerre. Et donc en février 22, tout commence non pas par l'invasion de l'Ukraine, le 24 février, tout commence 3 jours plus tôt, le 21 février, par la reconnaissance par la Russie de l'indépendance des 2 territoires séparatistes, donc les 2 républiques autoproclamées du Donbass, Donetsk et Luhansk, et la Russie entre, donc officiellement cette fois-ci, dans le territoire de ces républiques, officiellement pour les protéger. Et donc c'est à partir de ce moment-là que toute une batterie de sanctions vont commencer à être prises.
Et c'est 3 jours plus tard que la Russie, officiellement, là, sans déclaration de guerre, mais entre sur le territoire ukrainien, le prétexte étant de défendre les russophones du Donbass, donc de démilitariser l'Ukraine, de dénazifier l'Ukraine, je m'expliquerai sur ce terme dans un instant, Ukraine accusée de pratiquer un génocide sur les populations russophones du Donbass. Voilà donc comment la crise s'est nouée. Alors le dernier point, toujours dans ces racines de la guerre que je voudrais voir avec vous, c'est le poids de la mémoire, ou des mémoires, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Alors du côté de la Russie, il y a évidemment 2 événements traumatiques de grande ampleur. Le premier, c'est la Deuxième Guerre mondiale, j'en ai parlé, je vais y revenir. Le deuxième, j'en ai parlé aussi, c'est l'éclatement de l'URSS. Alors le premier événement traumatique, c'est la Deuxième Guerre mondiale, que d'ailleurs les Russes n'appellent pas ainsi, ils l'appellent depuis toujours la Grande Guerre patriotique. La Grande Guerre patriotique. Alors un pays ravagé, comme l'Ukraine d'ailleurs, un pays ravagé d'abord dans un sens par l'offensive allemande jusqu'en 1943, puis dans l'autre sens par le reflux des Allemands jusqu'en 1945. Alors, ce souvenir, il est très douloureux pour les Russes, et Poutine joue beaucoup là-dessus. C'est l'un des objectifs annoncés officiellement, dénazifier l'Ukraine. Il est toujours évidemment commode de traiter l'ennemi de nazi, parce que le nazi, c'est l'ennemi absolu pour la Russie, c'est celui qui a causé 20 millions de morts. Donc évidemment, on sait qu'on joue sur la corde sensible. La population russe, tout de suite, on réactive les réactions d'hostilité au sein de la population russe. Et évidemment, il faut aussi justifier ces morts, ces 20 millions de morts ne doivent pas être morts pour rien. On ne peut pas accepter qu'aux portes de la Russie, un nouvel État nazi, selon la propagande russe, bien sûr, se développe. Le 9 mai dernier, Poutine, donc pendant la célébration de la capitulation allemande, eh bien, et on pourrait prendre d'autres phrases, a dit « Nous ferons tout pour égaler cette génération de vainqueurs ». Il parlait bien entendu des vainqueurs soviétiques, donc des combattants soviétiques de la Deuxième Guerre mondiale. Le deuxième traumatisme vraiment très fort, c'est celui des années 90, marqué, je l'ai dit, par la crise économique, la baisse du niveau de vie et l'affaiblissement stratégique. Une grande puissance qui se retrouve une puissance de second ordre. Alors, la crise économique, elle est là. Le PNB russe a été réduit de 40% pendant ces années 90. Vous avez ici la courbe du PNB par habitant. Et ces années sont associées dans l'esprit des Russes à une déliquescence absolue. La baisse du niveau de vie, la baisse de la production, la prédation du pays par les oligarques qui profitent des privatisations et de la reconversion de l'économie soviétique centralisée rigide en une économie de marché pour s'enrichir. Et donc, ça contribue à l'affaiblissement, bien sûr, et à la très mauvaise image que la Russie va délivrer d'elle pendant ces années 90. Et puis, le deuxième traumatisme, j'en ai parlé tout à l'heure en évoquant l'élargissement de l'OTAN, c'est bien sûr cet affaiblissement de la Russie lié à cet élargissement de l'OTAN en Europe centrale et orientale et ce ressentiment vers l'Occident. Je crois que les relations internationales, ce ne sont pas que des divisions, ce ne sont pas que des forces économiques. Les peuples, les ressentis jouent leur rôle. Quand on se rappelle à quel point le ressentiment de l'Allemagne après le traité de Versailles a été un levier utilisé par Hitler, on peut comprendre aujourd'hui la force du ressentiment russe contre l'Occident. Alors je l'ai dit, l'OTAN, créée en 1949 pendant la guerre froide, a subsisté à cette guerre froide. Ce n'était pas acquis d'avance. Après tout, le pacte de Varsovie, l'alliance miroir, l'alliance entre l'URSS et les démocraties populaires, l'alliance militaire, donc créée en 1955, juste après l'adhésion de la RFA à l'OTAN. Le pacte de Varsovie a été dissous en 1991 quand le bloc communiste s'est dissous et que les démocraties populaires ont retrouvé leur indépendance et sont devenues des démocraties. L'OTAN, lui, est resté. La question s'est posée à ce moment-là, au début des années 90. Que faut-il faire? Il est resté et on n'a pas envisagé de le remplacer par autre chose ou même de le voir disparaître parce que assez vite, dans ces années 90, de nouvelles menaces pour l'Occident, ou supposait-elle, sont apparues qui ont justifié le maintien de l'OTAN. Des menaces qui avaient pour nom, bien sûr,
le terrorisme, qui avait pour nom le regain de guerres intra-étatiques, la déstabilisation, qu'on pense par exemple aux guerres dans l'ex-Yougoslavie, qui avait pour nom, à la fin du siècle et au début du XXIe siècle, le développement de la cyberguerre, et qui avait pour nom aussi l'instabilité politique d'un certain nombre d'États sur la planète. Alors c'est la raison pour laquelle l'OTAN a été maintenue, et le paradoxe est, vous le savez, que finalement la première grande intervention militaire de l'OTAN fut, la première intervention fut contre la Serbie à 2 reprises, en 1995 et en 1999, et puis la première opération d'ampleur fut hors de l'Europe, sous le mandat de l'ONU, en Afghanistan. Donc, maintien de l'OTAN. Pour autant, excusez-moi ce mauvais jeu de mots, mais pour autant, cette OTAN, dans les années 2010, pouvait apparaître comme étant, je reprends l'expression du président Macron, comme étant en état de mort cérébrale. C'est ce qu'il dit en 2019. Pourquoi? Parce que les États-Unis, qui sont quand même le pilier de cette OTAN, avaient, sous Obama, signifié qu'il faudrait que les alliés européens prennent davantage de choses à leur charge, et puis il fallait aussi regarder davantage vers l'Asie, le pivot asiatique pour Obama. Et puis Trump lui-même avait même esquissé la possibilité peut-être de retirer les États-Unis de l'OTAN. Alors, quelles ont été les relations entre l'OTAN et la Russie pendant les années 90? L'OTAN a essayé de mettre en place des partenariats, des accords pour essayer de faire penser à la Russie qu'elle n'était pas menacée par cette alliance qui, je le répète, est une alliance défensive. Ça n'a pas visiblement marché. Ça n'a pas marché, ça a autant moins marché que la Russie attendait sans doute, et ça, ce fut un manque gravissime sur lequel il faudra réfléchir, attendait sans doute, après l'éclatement de l'URSS et la recomposition de l'Europe, une nouvelle architecture de sécurité pan-européenne qui n'est pas arrivée de façon triomphale et malvenue. L'Occident a pensé, les États-Unis en partie ont sans doute pensé qu'un boulevard leur était ouvert. Ils ont méconnu le besoin de sécurité, de dignité sans doute, que la Russie avait besoin de voir. Donc du coup, un partenariat qui n'a jamais vraiment marché, et un sentiment de trahison de la part des Russes. Les Russes disent toujours, et ont dit pendant de longues années, qu'au début des années 90, on leur avait promis, les Occidentaux, les Américains, que la chute du bloc soviétique ne conduirait pas à une extension de l'OTAN vers l'est de l'Europe. Ils prétendent que James Baker, le secrétaire d'État américain de Bush, le père, aurait promis cela. Bon, il n'y a absolument aucune trace dans les archives, aucun traité qui ait formalisé cette prétendue promesse, mais enfin, il faut bien sûr tenir compte toujours de ce sentiment de sécurité. Donc, le fossé, en fait, s'est accru entre la Russie et l'Occident dès les années 90. La Russie a très mal perçu les initiatives anti-occidentales, de l'Occident et notamment de l'OTAN contre notamment la Serbie, qui est un allié traditionnel de la Russie depuis 1914, à la fois pour mettre un terme aux guerres dans l'ex-Yougoslavie et en Bosnie en 1995, pour mettre un terme à la guerre du Kosovo, à la crise du Kosovo en 1999. La Russie, Poutine, a aussi tiré les leçons d'une agression d'un État contre un autre État, sans mandat de l'ONU. Donc c'était en 2003, quand les États-Unis ont attaqué l'Irak, État souverain pourtant. Et puis, Poutine a tiré la conclusion que l'absence de réaction, ou les réactions relativement mesurées, modérées, de l'Occident face aux agressions qu'il avait commises, l'autorisait, sans être un blanc-seing, mais l'autorisait à aller plus loin vis-à-vis de l'Ukraine. Qu'on pense à la destruction de la Tchétchénie, qu'on pense à la guerre contre la Géorgie, qu'on pense à la Syrie, à la destruction d'Alep, qu'on pense au Donbass en 2014. Oui, il y a eu des sanctions, mais enfin, on maintint les relations entre la Russie et l'Occident. Et donc, Poutine, qui ne connaît que le rapport de force, comme la plupart des dictateurs, en a tiré la conclusion que finalement l'Occident était d'abord désuni, que les États-Unis avaient subi un tel camouflet à Kaboul en août 2021 qu'ils n'interviendraient pas, et que les Européens, eux, pétaudières, pour lui, l'Union européenne aussi était aux abonnés absents.
Ajoutons un dernier point que j'ai évoqué, c'est ce fameux complexe obsidional, c'est-à-dire ce sentiment que les Russes ont d'être encerclés. Ils l'ont toujours eu, parce que c'est une grande plaine, parce qu'elle est ouverte aux quatre vents, et parce que l'histoire a fait que la Russie a été envahie à plusieurs reprises, que ce soit les Mongols au XIIe, au XIIIe siècle, que ce soit les Français, Napoléon en 1812, les Allemands à deux reprises en 1914, en 1941, que ce soit aussi, ne l'oublions pas, les corps expéditionnaires français, anglais, américains, japonais, qui aidèrent les troupes contre-révolutionnaires pendant la guerre civile en 1918-1921. Et puis, n'oublions pas que la nature même de la relation entre la Russie et l'Occident est conflictuelle. La guerre froide, alors bien sûr c'est l'URSS, enfin derrière l'URSS il y a la Russie. La guerre froide, c'est une confrontation non sanglante, enfin en tous les cas directement, mais c'est quand même une confrontation. Et si pour nous la doctrine Truman en mars 1947 et le plan Marshall en juin 1947 sont des éléments positifs parce qu'ils ont permis et accéléré la reconstruction de l'Europe occidentale, ils ont toujours été interprétés par l'URSS et par les Russes comme une machine de guerre de l'impérialisme américain. J'ajoute enfin, mais je crois que ça a été bien compris, que depuis 1991, l'extension de l'OTAN a été perçue comme une menace pour la sécurité russe. Voilà pour les mémoires de la Russie. Pour l'Ukraine, ces mémoires sont plurielles, elles sont multiples et très ambivalentes. Alors, il y a d'abord la mémoire de l'Holodomor. L'Holodomor, c'est cette famine orchestrée par Staline au début des années 30 qui a causé entre 2,5 millions et 5 millions de morts chez les Ukrainiens dans le cadre de la collectivisation forcée de l'agriculture lancée à partir de 1928 et une famine grandissime qui a été voulue par Staline pour casser deux choses. Casser la résistance des koulaks, les paysans un peu prospères, et casser aussi le nationalisme ukrainien. Et donc il se trouvait que l'Ukraine, le grenier à blé de l'URSS, était justement représentait une double menace pour la politique dictatoriale totalitaire de Staline. L'Holodomor, c'est resté dans les mémoires. Deuxième mémoire, c'est alors à l'inverse. On oublie que ce héros de l'URSS, des plans quinquennaux, Stakhanov, russe, hein, bien sûr, c'est dans le Donbass qu'il a fait ses exploits. Qu'il est prétendu avoir fait ses exploits. 14 fois la norme requise à cette époque, en 1935. Donc, nous sommes, bien sûr, dans le Donbass. Autre mémoire, douloureuse. On a parlé de génocide tout à l'heure, c'est les Russes qui en ont parlé. Eh bien, le génocide des Juifs, il a d'abord commencé en Ukraine. Avant que le processus génocidaire orchestré par l'Allemagne nazie n'aboutisse à la planification de camps d'extermination dans l'est de la Pologne, il faut rappeler que la première Shoah fut la Shoah par balle. La Shoah par balle, faite derrière les rangs de la Wehrmacht, donc en URSS occupée, et il se trouvait que la population juive était particulièrement importante en Ukraine. La photo ici, c'est celle du ravin tristement célèbre de Babi Yar. Donc, la Russie, l'Ukraine est une terre de génocide. Mais vous voyez la perversité de la propagande russe qui parle, elle, de génocide aujourd'hui sur les Russes. Voilà, je crois, mais on pourrait rajouter d'autres choses, mais le temps passe. Voilà, je crois, ce qu'on pourrait dire sur les racines. Alors, je serai plus bref, évidemment, sur la deuxième et la troisième partie, sur les multiples dimensions d'une guerre hybride. Qu'est-ce qu'une guerre hybride? Une guerre hybride, c'est une guerre qui mélange deux types d'acteurs et de méthodes. Conventionnelles, non conventionnelles. Conventionnelles, les armées régulières russes et ukrainiennes. On est là dans une guerre interétatique classique. Désarmement conventionnel, je n'insiste pas. Mais à ces acteurs et méthodes conventionnelles s'en ajoutent d'autres. Des acteurs locaux, combattants irréguliers, séparatistes pro-russes, milices Wagner, des acteurs extérieurs à la zone de guerre, belligérants ou co-belligérants, appelons ça comme on veut, les occidentaux notamment. Et puis des moyens technologiques modernes, les drones, les satellites, la cyberguerre. Et enfin, des moyens de communication, la propagande, l'information, la désinformation, sans oublier bien sûr le prix énorme payé par les populations civiles. Alors, je passerai sur le détail des faits, sur l'évolution factuelle, bien entendu. On est dans un premier temps dans une guerre intra-étatique, c'est-à-dire à l'intérieur des frontières de l'Ukraine.
les deux républiques de Louhansk et Donetsk ne reconnaissent pas l'autorité du gouvernement de Kiev, et avec l'invasion de la Russie, donc le 24 février, on va passer à une guerre interétatique. Donc les Russes ont massé des troupes donc, tout au long donc, de la frontière de l'Ukraine, vous le voyez. Puis, à partir du 24 février, c'est à peu près sur tous les fronts l'attaque donc, des troupes russes contre l'Ukraine, à partir de la Russie ou de la Biélorussie. Puis, à partir de février-mars, les opérations militaires vont se concentrer sur l'Est et le Sud de l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que le plan initial, qui semble-t-il, était de renverser le régime de Zelensky, de prendre Kiev, et donc de satelliser l'Ukraine, ne marche pas. Et donc les Russes se concentrent sur l'Est et le Sud, sans doute pour établir une continuité territoriale entre ces deux républiques autoproclamées et la Crimée, et annexer peut-être, sans doute, point d'interrogation, l'ensemble du Donbass. Voilà la carte des fronts au 11 mai, donc il y a quelques jours. On voit bien donc cette concentration donc des troupes russes dans l'Est et le Sud. Alors une question qui se pose, mais là je n'ai pas la réponse, je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont, c'est quels sont les buts de guerre de la Russie. Alors on peut proposer quand même plusieurs hypothèses qui d'ailleurs se recoupent l'une l'autre. Des buts politiques sans doute. Au tout début, c'est sans doute plus le cas aujourd'hui, étant donné la résistance ukrainienne, renverser le régime de Zelensky, déstabiliser la démocratie ukrainienne, qui pourrait être un contre-modèle pour prouver que des peuples slaves peuvent vivre en démocratie. C'est un petit peu le syndrome taïwanais, quoi. La Chine qui veut abattre Taïwan parce que les Taïwanais ont une démocratie, et alors que pour Pékin, les populations asiatiques ne peuvent pas vivre en démocratie. C'est un concept uniquement occidental. Ravager l'Ukraine, sûrement, pour l'empêcher justement d'être ce contre-modèle démocratique, et puis l'empêcher aussi d'adhérer un jour à l'Union européenne. Début stratégique, ce fut le cas au début, sans doute satelliser l'Ukraine. On parlait de finlandiser. Aujourd'hui, on ne peut plus en parler, puisque la Finlande a demandé son adhésion à l'OTAN. L'empêcher en tous les cas d'adhérer rapidement à l'OTAN et à l'Union européenne, et puis des buts territoriaux. Alors je vous laisse faire votre marché, soit faire reconnaître l'annexion de la Crimée et l'indépendance des deux républiques Louhansk et Donetsk, annexer l'intégralité du Donbass, peut-être, puisque, je l'ai dit, ces deux républiques ne sont pas tout le Donbass, annexer tout le littoral sud donc de l'Ukraine, peut-être, pourquoi pas, faire de l'Ukraine un État enclavé. Je reviens à la carte, voilà, peut-être annexer également la région d'Odessa, le grand port ukrainien. Et évidemment, on pourrait imaginer une Ukraine qui resterait indépendante, mais évidemment, coupée de la mer Noire, elle aurait quand même un affaiblissement économique majeur, et la mer Noire deviendrait d'ailleurs davantage un lac russe qu'elle n'est aujourd'hui, et certains pensent même peut-être faire la jonction avec la Transnistrie, c'est russophone, séparatiste, donc à l'est de la Moldavie. Donc, je ne me prononcerai pas, et je crois qu'aujourd'hui, ici, personne n'est en mesure de se prononcer. Un dernier mot sur ce conflit, c'est le prix payé par les civils. En avril 2022, 7 millions de déplacés et 5 millions de réfugiés. Alors la réaction de l'Occident a été massive. Elle a été massive et immédiate, sans doute parce qu'on a joué la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, en particulier des agressions hitlériennes avant la guerre. On se rappelle qu'Hitler a beaucoup utilisé les minorités allemandes en Europe centrale et orientale pour déstabiliser certains de ces États, en particulier les Sudètes de Tchécoslovaquie, donc avec la fameuse conférence de Munich en octobre 1938. Donc ne pas de nouveau renoncer. Et puis, sans doute, ce qu'elle peut jouer, c'est qu'on a interprété en Occident ce coup de force, cette agression contre l'Ukraine, comme finalement une étape, l'étape suivante, le jalon suivant de toutes ces agressions russes qui s'étaient multipliées depuis les années 90 dans ce fameux étranger proche que j'avais expliqué tout à l'heure. Alors la condamnation a été immédiate par l'Occident. Je vous passe les détails. Le G7 l'a condamné, le Conseil européen aussi, l'OTAN également. Dès le début, le Conseil de sécurité de l'ONU a examiné, j'y reviendrai, 2 résolutions le 25 février et le 27 février, mais qui n'ont pas abouti à cause du veto russe, même si la charte de l'ONU a été évidemment
violée, puisque l'article 2 de la charte de l'ONU, signé par la Russie quand même, interdit toute guerre d'agression contre un État souverain, et donne d'ailleurs à l'Ukraine le droit de se défendre et d'être aidée par tout État membre de l'ONU, ce qu'ont fait donc les Occidents, c'est l'article 51. Alors vous le savez, toute une série de sanctions, je ne vais pas m'attarder sur ces sanctions, ça nous emmènerait trop loin, ou trop tard, des sanctions militaires, donc la fourniture d'armes, tout en jouant la carte de la officiellement non-belligérance, des sanctions culturelles et politiques, un blackout total sur la Russie, exclu des compétitions sportives, Festival de Cannes, les médias russes, Sputnik et Russia Today, interdits en Occident à cause de la désinformation, des sanctions contre des personnalités, Poutine, des oligarques, des ministres, des sanctions financières contre le système bancaire russe, et puis tout un train de sanctions économiques dans les transports, dans l'énergie, alors avec évidemment beaucoup de crispation, j'y reviendrai, et bien sûr dans l'économie. Je mentionne simplement au passage, des pourparlers ont été ouverts, mais pour l'instant n'ont rien donné à la fin mars en Turquie, Erdogan se faisant fort d'être un peu le monsieur bons offices, mais pour l'instant il ne s'est rien passé, forcément parce que c'est le terrain qui va déterminer. Alors, cette guerre est hybride, et j'ai dit que la dimension psychologique était importante. Guerre psychologique en Russie d'abord, par l'usage d'une propagande effrénée et d'une désinformation totale. Vous le savez, le mot guerre ne peut pas être prononcé sous peine d'avoir 15 ans de prison, donc on parle d'opération spéciale. Une censure totale des médias, Internet, on récuse les accusations de crimes de guerre, on ment sur les faits. Le croiseur Moskva aurait eu un incendie et n'aurait pas été touché par des missiles ukrainiens. On a même arrêté, les Russes ont même arrêté l'exportation de gaz vers la Pologne et la Bulgarie. Un mépris de l'ONU, puisque pendant qu'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, était en Ukraine, Kiev a été bombardé. Et sur le front aussi, la terreur, l'emploi de la terreur et de la destruction systématique par la Russie, à plusieurs reprises, la menace d'utiliser l'arme nucléaire, l'utilisation d'armes à sous-munitions, pourtant interdites par la Convention d'Oslo, la perpétration de crimes de guerre, c'est-à-dire d'attaques délibérées systématiques contre des objectifs civils, des massacres, des tortures, des viols, armes de guerre assez classiques, pas uniquement en Ukraine malheureusement. Une résistance des Ukrainiens qui passe aussi par une mobilisation de la population, par un président Zelensky omniprésent, et puis une guerre des images, relayée par les médias ukrainiens occidentaux, des vidéos réalisées par les Zelensky. On se rappelle peut-être cette conférence de presse assez improbable tenue par Zelensky dans le métro de Kiev, au même moment où on voyait Poutine accroché à un bureau qui avait plusieurs décennies d'âge, rabougri, et indéniablement la guerre de l'image a été gagnée, pour l'instant en tous les cas, par l'Ukraine. Enfin, cette guerre est aussi une guerre moderne, une guerre du cyberespace et une guerre technologique. Quelques jours avant l'attaque russe en Ukraine, les attaques cybernétiques russes, ils sont spécialistes, ont commencé. Et en représailles, d'ailleurs, un groupe d'activistes, Anonymous, qui est assez bien connu, a répliqué aussi contre la Russie. Guerre technologique également. On sait que l'armée ukrainienne bénéficie des relais satellitaires donc mis à disposition par Elon Musk, en tout cas sa compagnie Starlink, pour les informations que l'armée ukrainienne peut utiliser pour cibler l'armée russe. Et puis on sait aussi que les massacres, notamment ceux de Boutcha, ont été documentés et confirmés par des images de satellites américains. Alors j'en viens à la dernière partie de mon exposé, c'est les conséquences de cette guerre. De multiples points d'interrogation parce qu'on n'a pas épuisé encore les conséquences très importantes de ce conflit. Alors d'abord, droit international bafoué par l'interrogation, j'aurais pu enlever le point d'interrogation, oui il l'a été. La sécurité collective, c'était le système de garantie multilatérale sur lequel repose notre système international, évidemment a pris du plomb dans l'aile, c'est le moins qu'on puisse dire. Le fait est que, je l'ai dit, ce système dont vous voyez l'organigramme ici, le système onusien, n'a pas fonctionné. Alors c'est pas nouveau, la guerre froide avait vu déjà la paralysie de l'ONU, les vétos américains répondant à ceux de l'URSS. Mais ici, dès lors que la Russie, membre permanent ayant le droit de veto, l'a mis dès les premières tentatives
de résolution commune, eh bien, l'ONU a été réduite à l'impuissance. Alors même que, je l'ai dit, la Charte des Nations Unies a été violée, hein, l'article 2, qui garantit la souveraineté des États et condamne les guerres d'agression. Le mémorandum de Budapest dont je parlais au début de ma conférence a été violé, les accords de Minsk ont été violés. Bref, le droit international a été bafoué. Et donc, le système de sécurité n'a pas fonctionné à cause du veto russe, j'y reviendrai. Et derrière, c'est tout le multilatéralisme sur lequel repose le système international depuis 1945, qui est évidemment en grande faiblesse. Depuis pas mal d'années déjà, la Chine remet en question l'universalité des droits de l'homme, mais il n'y a pas que la Chine d'ailleurs. Certains États, y compris occidentaux, ont aussi bafoué le multilatéralisme en jouant une carte unilatérale. Donc il y a là du souci à se faire. Alors voilà le vote du 25 février 22 au Conseil de sécurité. Une majorité, certes, pour une résolution qui ne condamnait pas la Russie, qui déplorait l'agression russe, mais c'en était trop. Ça ne pouvait pas être accepté par la Russie. Elle met son veto en rouge et 3 États, la Chine, l'Inde et les États et les Émirats arabes unis, qui à ce moment-là, alors la Chine membre permanent, mais l'Inde et les EAU ne sont pas membres permanents, étaient là, s'abstiennent. 2 résolutions donc sont ainsi rejetées par le Conseil de sécurité, le 25 février et le 27 février, qui toutes deux demandaient l'arrêt de la guerre, bien sûr. Du coup, il y a une procédure qui permet de passer par l'Assemblée générale. La différence, c'est qu'à l'Assemblée générale, les résolutions ne sont pas contraignantes, contrairement à celles du Conseil de sécurité. Alors, à